Et donc, on va démarrer. Ceux qui vont arriver en cours pourront se connecter au live et poser des questions le cas échéant. Donc, il n'y a pas de problème, hein. On va pouvoir rattraper en cours si c'est nécessaire. Donc, je suis avec Madel. Madel, qui est une pro de l'investissement immobilier, donc qui vit en Allemagne et qui a un channel YouTube qui s'appelle Immobilier en Allemagne, où elle donne des stratégies, des astuces pour pouvoir se lancer dans l'investissement immobilier en Allemagne. Voilà, Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bon, la chaîne, vous pouvez la découvrir, hein. La chaîne de Madel et la mienne, hein. Ces deux chaînes sont sur YouTube qui se trouvent facilement en tapant Devenir riche en Afrique pour la mienne et Immobilier en Allemagne pour Madel. Donc, on ne va pas passer, on va pas reprendre toute la présentation de la chaîne. Vous pouvez aller voir sur YouTube directement, ce sera peut-être plus intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de contenu encore que ce qu'on va faire ce soir. Donc, vous pourrez voir d'autres choses. Donc, ce soir, on sera avec vous pendant 1 heure. On a 1 heure environ, plus ou moins 1 heure, où on parlera des différentes stratégies d'investissement en immobilier en Allemagne. Donc, on va commencer Madeleine va commencer par se présenter. Donc, se présenter, présenter son média, présenter un peu son parcours et un peu l'expérience qu'elle a dans l'immobilier aujourd'hui. Ensuite, on va aborder les étapes pour acheter un immobilier, les principales étapes, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter un immobilier. Après, on parlera des conditions aussi. Quelles sont les conditions principales à remplir pour quelqu'un qui veut se lancer à l'immobilier, qui veut commencer de zéro? Quelles sont les conditions? Ensuite, on va parler un peu de stratégie immobilière. Donc ça va être un débat assez intéressant parce qu'il y a souvent des stratégies qui sont diverses et variées suivant les profils. Donc, on parlera un peu de stratégie immobilière. Et après, on parlera des erreurs et des limites, hein. Donc, les erreurs qu'il faut éviter, quelques astuces qu'il faut avoir dans sa besace pour réaliser un bon investissement immobilier. Et après, on prendra des questions que vous aurez, ou éventuellement, ce sera un débat ouvert. S'il y en a des personnes qui veulent intervenir sur le média pour parler aussi ou proposer, ce sera ouvert. Donc, on aura cette petite séance de questions-réponses et de débats ouverts qu'on fera à la fin de ce live. Donc, c'est un peu le programme. Je pense qu'il est assez lourd. Bon, il est lourd, mais on va essayer de tenir dans le temps qui est imparti. Donc, Madeleine, je te laisse la parole. Parle-nous de toi. d'accord, voilà. Merci à Franck déjà pour l'invitation sur sa chaîne que j'ai acceptée avec grand plaisir. Donc, avant de commencer, je vais d'abord m'excuser encore pour la dernière fois parce que ça n'a pas vraiment marché. On a eu un souci technique pour le live. Mais du coup, aujourd'hui, on va donc vous servir avec du contenu très intéressant pour l'investissement immobilier ici en Allemagne. Voilà, pour me présenter, donc, mon nom c'est Madel Nyingteden-Tage. Et je vis en Allemagne depuis plus de 10 ans déjà et investisseur immobilier depuis plus de 7 ans environ. Donc voilà. Et du coup, de par ma formation, j'ai un master en économie de l'université de Darmstadt. Et voilà, j'espère que beaucoup de mes amis de Darmstadt sont connectés aussi sur le live. Et voilà, je suis conseiller financier aussi, donc j'accompagne pour des personnes qui recherchent un financement sur le bien immobilier, dont je suis certifiée à ce niveau-là. Donc, quand vous êtes avec moi ou quand vous me contactez, vous êtes entre de bonnes mains et n'ayez pas de soucis à ce niveau-là. Voilà. Et sur le plan personnel, je suis mariée, maman de 4 enfants. Et je veux aussi tout simplement, voilà, encourager la diaspora, encourager les femmes, voilà, c'est possible de le faire en tant que femme, en tant que maman, et tout le reste de se lancer dans l'investissement immobilier. Et puis, comme on sait, comme depuis l'Afrique, on sait que la pierre, c'est tangible, c'est sûr, c'est un investissement lucratif, c'est un investissement qu'on peut transmettre facilement de génération en génération. Donc, du coup, je suis là pour, voilà, pour ce contenu-là, pour vous entretenir, partager un peu de mon expérience et aussi, naturellement, ma chaîne YouTube, je l'ai depuis, voilà, depuis environ 4 ou 5 mois où je partage aussi du contenu très important, intéressant et gratuit aussi pour des personnes qui veulent se lancer. Très bien. Ben, c'est un super parcours. Effectivement, il faut bien le noter, hein. Aujourd'hui, les femmes sont nos mamans, nos sœurs, nos femmes sont des piliers dans l'entrepreneuriat et je pense que c'est très bien. Moi, personnellement, j'encourage, hein, parce que même moi, dans mon cas de figure aussi, mon épouse est dans l'entrepreneuriat et je pense qu'il faut soutenir nos femmes. Il faut que nous soutenions nos femmes, que ce soit en Occident ou que ce soit en Afrique. Il faut vraiment les pousser. Et moi, je t'encourage, hein. Je suppose aussi que ton conjointe t'encourage. Donc, c'est très bien. Une très belle présentation.
Donc sur la chaîne immobilière, moi, j'ai fait un tour sur la chaîne. J'ai vu effectivement qu'il y a des stratégies intéressantes déjà pour pouvoir commencer à comprendre ce secteur. Parce que l'immobilier n'est pas toujours simple, hein, mais bon. Mais c'est un pilier de richesse, c'est un pilier de réussite, hein. Il y a plusieurs autres piliers. J'en parle aussi sur la chaîne parfois. Mais l'immobilier reste ce qu'on appelle la valeur sûre. La Mm. pierre reste une valeur sûre. C'est la pierre qui a toute épreuve, quoi. Donc, tu l'as si bien dit, on peut la transmettre à ses enfants, voilà, on peut se bâtir un patrimoine. Et l'immobilier, c'est vraiment. Même aujourd'hui, on voit avec la crise, hein. Quand on voit Ouais, la crise qu'on a aujourd'hui, il y a pas mal de secteurs qui vacillent, mais l'immobilier reste toujours ouais, une valeur certaine, quoi. Ça ne bouge pas. ouais. Donc, voilà, moi, je vous invite hein, tous à juste écouter cela. L'Allemagne, justement, aussi, ils ont commencé. Je pense qu'il y a quelques années, c'était un peu fermé, non, je crois. Je crois que maintenant, ils ont plus ouvert. Non, ça n'a vraiment pas été fermé. Je crois que le D'accord. frein a souvent été beaucoup plus la langue parce qu'effectivement, comme quand on dit au début, c'est vraiment un domaine qui est très intéressant, mais après, il y a beaucoup de paperasse. Il faut comprendre ce que tu fais. Il faut déjà pouvoir dialoguer. Il faut comprendre, par exemple, un contrat d'achat. Il faut comprendre quelles sont les questions qu'il faut poser. Déjà, on a la difficulté avec la langue au début. Je pense que c'est beaucoup plus ça qui a aussi freiné beaucoup de personnes à ne pas se lancer plus tôt. Et en plus, naturellement, il faut dire, c'est clair que si tu fais une erreur dans un investissement immobilier, ça peut te coûter, voilà, beaucoup ça peut être très dur après. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes ont souvent freiné ou alors ont souvent traîné avant de se lancer dans cet investissement-là. Mais aussi, on a un peu oublié le côté où, voilà, l'Allemagne, c'est droit, c'est correct. Donc, ce qui fait que les choses vont se passer de façon claire et nette. On n'aura pas de magouille comme forcément dans d'autres pays. Donc, du coup, il y a quelques années, quand les personnes ont commencé à se lancer, à motiver aussi d'autres personnes, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on est déjà quand même une forte communauté de personnes africaines qui investissent ici en Allemagne. Parce que justement, une des raisons pour lesquelles je me suis lancée, c'est parce que quand j'arrive à Darmstadt, je vais chez mon oncle à Paris pour les fêtes de Noël. Il a une grande maison, il a une grande maison avec un jardin, avec tout l'espace et les enfants qui jouent et les escaliers, tout ça. Pour ces choses que je voyais au Cameroun, j'étais encore dans mon 12 mètres carrés à la cité estudiantine. Je dis, waouh, est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais y arriver? Et quand j'arrive à Paris, déjà, premièrement, j'entends le français. Et c'est vraiment, c'est un truc, hein, parce que quand tu es en Allemagne, tu te dis, OK, tu apprends la langue, tu bosses et tout le reste. Mais quand tu vas peut-être à Paris, que tu vas en Belgique, quand tu entends le français déjà, tu te sens encore plus noué. Mais quand je reviens, je me dis non, je suis en Allemagne, je continue mes études, je vais finir et je vais y arriver. Je vais à ma maison, je vais pouvoir donner cet espace-là à mes enfants et je vais investir dans le bien immobilier. Naturellement, il faut se former, il faut comprendre comment ça se passe. Il y a les erreurs que j'ai faites qu'aujourd'hui, je ne ferai plus naturellement. Il y a d'autres stratégies qu'on peut utiliser et c'est aussi ça, voilà, le but d'être là, le but d'accompagner d'autres personnes et de partager naturellement de par mon expérience. Oh, c'est très bien, ça donne envie, hein. C'est un très beau témoignage parce que justement, comme tu l'as si bien dit, ce qui a fait le déclic chez toi, c'est le bien immobilier de ton oncle que tu as vu quand tu venais à Paris. Ouais. Généralement, pour les grands entrepreneurs, pour ceux qui ont vraiment des créneaux qui sont assez dynamiques, ça part toujours d'un déclic, hein, d'un déclic. Mon déclic, quand j'ai lancé mon entreprise, c'était un déclic. J'avais un poste qui m'était destiné, qui a été donné à quelqu'un d'autre et ça crée un déclic. Donc, il y a toujours quelque chose, en fait, qui déclenche quelque chose et derrière, il faut juste savoir rebondir dessus pour aller de l'avant. Ouais, Donc, effectivement. c'est très bien. Là, tu as déjà donné un peu un teasing de ce qui va venir par la suite, hein. Mais on va suivre le canevas par rapport à ce on avait tracé. Donc, tu vas me parler des étapes, en fait. Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui arrive, je ne connais rien. Je ne connais rien. Je dis, voilà, je commence par où si je veux acheter un bien immobilier? D'abord, les conditions. Quelles sont les conditions que je dois remplir pour acheter? Voilà, déjà, il faut avoir un contrat de travail, de préférence en CDI, donc pour durée indéterminée, avoir un salaire minimum de 1 800 euros, ça va dépendre de tout un chacun, donc de tes charges fixes aussi. Donc, si tu as un loyer, de combien il est élevé. Et après, ça va dépendre aussi de toutes les dépenses. Donc, si tu as des crédits de consommation, des contrats leasing, ou alors si tu as peut-être des grosses sorties que tu fais, c'est tout ça, ça peut jouer négativement sur ta balance financière parce que c'est ça que le banquier regarde en premier.
quelle est ta balance financière et quel est le montant qui te reste à la fin du mois. Naturellement, il n'y a aucune banque qui veut te financer un appartement pour que après toi, tu te retrouves dans l'incapacité de payer. Donc, il faut qu'il y ait cette liquidité-là à la fin du mois pour que tu puisses obtenir ton financement. Et après, ici en Allemagne, il y a cet organe donc qui vérifie la crédibilité de chaque individu. C'est ce qu'on appelle la Schufa. Donc, je pense qu'il y a beaucoup qui sont en Allemagne qui connaissent déjà. Ça vient généralement des toutes petites erreurs qu'on fait parfois en tant qu'étudiant quand on arrive et on néglige. Il y a la rédevance audiovisuelle. Donc, chaque fois que tu arrives et que tu es enregistré en Allemagne, tu reçois directement une lettre qui va te demander de payer un montant X par mois parce que tu as une télé, alors parce que tu as voilà des appareils électroniques à la maison. Et du coup, ce que beaucoup de frères et sœurs, malheureusement, je suis aussi parmi, hein, on essaie de dribbler parce qu'effectivement, tu viens d'arriver et il te faut payer encore en plus de tes études, il te faut encore payer un montant X ou Y par mois. Par rapport à cela, tu n'as pas trop envie, tu essayes de changer d'adresse ou d'aller ailleurs, d'ignorer cette lettre-là. Mais quand ils te mettent à la chauffard, ça peut vraiment te valoir, ça peut être très cher pour toi, surtout que quand tu es déjà enregistré là-bas, il faut attendre jusqu'à 3 ans pour être encore crédible. C'est malheureusement une erreur que beaucoup de personnes font, que ce soit les crédits de consommation aussi. Et du coup, voilà, avec ça, quand tu as déjà un scoring qui n'est pas bon, je conseille toujours d'avoir un scoring de minimum 90%, voilà. Et avec ça, tu es sûr que tu peux faire ton financement. Donc, France, si tu viens chez moi et tu veux faire, tu vas acheter ton appartement, les conditions déjà, c'est si tu as un CDI, tu as un salaire, tu as passé ta période. Maman, non, maman, je suis en live en plus. Ferme la porte, s'il te plaît. Bon, elle a du direct, hein. C'est ma fille. Excuse-moi, allez-y. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis si ta Schufa scoring, elle est positive, elle a 90%, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Et après ce petit checking-là, on va aller donc sur l'étape de l'achat du bien immobilier. Très bien. Donc, si je comprends bien, le terme en allemand que tu as dit, c'est la Schufa, c'est ça? La Schufa, voilà. Schufa, c'est ce qu'on appelle interdit bancaire en France, je pense. C'est possible. Bon, en France, je ne sais pas quel est le terme qu'on utilise pour ça, mais voilà, c'est une organe qui… Quand tu n'as pas respecté certaines échéances de crédit, voilà. quand tu dois de l'argent à l'État et tu es poursuivi, tu es classé. Voilà. On a la même chose. Ici, en France, on appelle ça interdit bancaire, ou peut-être quand tu émets un chèque sans provision et que ton chèque revient sans impayé et que la banque que tu ne régularises pas, ça s'appelle interdit bancaire. En France, c'est plutôt… OK, en Allemagne, pardon, c'est aussi le cas. Et c'est 3 ans. Et c'est 3 ans. Donc, quand tu es enregistré, tu es fiché pour 3 ans. Et ce n'est qu'après les 3 ans-là que tu peux encore envisager de faire un investissement. Et ce qui fait que naturellement, 3 ans de perdu comme ça, c'est un gâchis. Ouais. Et même si tu régularises avant les 3 ans, tu es quand même bloqué 3 ans. Bon, quand on dit 3 ans, tu as déjà régularisé. Donc, ça veut dire, tu sais, par exemple, que tu as une dette de, je sais pas moi, 100 ou 200 euros. Tu résous, tu rembourses la dette. Et c'est pas encore OK. Tu attends 3 ans, le temps que eux ils se disent qu'OK, effectivement, tu es crédible. Effectivement, tu as compris qu'il faut payer tes dettes. Et c'est à partir de ce moment-là que tu peux encore prendre un crédit. Voilà. D'accord. Moi, ce qui est important de noter, c'est surtout ce que tu as dit pour les étudiants qui envisagent peut-être s'installer en Allemagne et qui ont des projets d'investissement. Il faut faire attention. Et là, étant étudiant, respecter. On a la même chose en France aussi. Hein, on a ce qu'on appelle la taxe audiovisuelle qui est adossée à la taxe d'habitation. Taxe foncière pour ceux qui sont propriétaires. Et on a cette taxe-là qu'on paye lorsqu'on a un appareil audiovisuel chez soi. Donc, ici en France, ce n'est pas séparé. Ils le mettent ensemble avec les taxes d'habitation et taxes foncières. Donc, les étudiants qui arrivent, ça, je pense qu'il faut vraiment insister dessus. Soyez en règle. Parce que derrière, si vous voulez engager un investissement immobilier, vous avez 3 ans d'attente et souvent 3 ans, c'est long pour une vie, 3 ans. Hein. Dans 3 ans, pour faire beaucoup de choses, quoi. Donc, si vous pouvez, mettez-vous en règle, payez cette taxe-là pour ne pas être mise à la choufa. Et surtout aussi, essayez de voir si vous avez un dossier qui est bloqué quelque part avant de vous lancer pour… Parce que généralement, aussi, ce qu'on fait, c'est que souvent, on ne sait même pas. Hein. C'est qu'il y a des gens qui savent même pas. Je vais revenir là-dessus aussi parce que justement, et bon, je crois quand même que j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu as quand même la possibilité ici en Allemagne, une fois par an, de demander ton scoring à la chauffeur. Donc, je pense que la 3e vidéo, je peux encore mettre le lien après le live où tu peux aller demander
quand on te donne ton scoring à la Choufa, et là, directement, tu peux vérifier s'il y a un truc qui ne va pas. Bon, ça, c'est déjà gratuit. Mais sinon, pour les personnes qui entreprennent déjà, tu as la possibilité de payer 3 euros par mois pour chaque fois savoir quel est ton statut, ou alors même de savoir à chaque moment quand quelqu'un d'autre demande de savoir quelle est ta crédibilité, pour que tu saches que quelqu'un d'autre a posé la question. Parce que chaque fois que la banque va vouloir te faire un financement, elle va poser cette question à la Choufa. Et quand tu es affilié à la Choufa, tu peux chaque fois te rendre compte que, OK, à cause du financement que je suis en train de faire, la banque vient de checker. Et puis voilà, quoi. Donc, mais sinon, quand tu as l'abonnement juste d'un an, une fois par an qui est gratuit, ça te permet déjà de savoir quel est ton scoring, s'il est à 90, de l'améliorer jusqu'à 95, 99. Pourquoi pas, pour jusqu'à la fin de tes études, pour que tu sois en règle pour pouvoir faire le Très financement. bien. Ouais. Ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant et je pense qu'il faut le souligner. Hein. C'est-à-dire, il faut le souligner parce que ça va être dommage. Souvent, quand on est prêt, on pense qu'on est prêt à avancer. On se retrouve bloqué par un truc administratif et décaler un projet de 3 ans. Souvent, en 3 ans, plein de choses peuvent se passer et c'est un peu complexe, quoi. Très bien. Bon, les conditions, après, je vais juste récapituler ce que moi j'ai noté, les conditions. Après, si j'ai oublié certaines, tu vas compléter. Il faut déjà avoir un contrat de travail, de préférence en CDI. Ensuite, il faut avoir un revenu qui est, tu vois, de 1800 euros, c'est ça? Ouais. 1800 euros. Ensuite, il faut ne pas être bloqué à la Choufa. Ouais. C'est ça. Il y a d'autres conditions. C'est les 3 que j'ai notés. Il y avait autre chose encore? Les crédits de consommation, donc tout ce qui est 0% sur les places de Mediamarkt, Saturn, les télévisions à 0% de consommation là, parce que tout simplement, surtout quand tu es limite dans ton salaire, genre 1800 euros, ça montre tout simplement que tu n'as pas une intelligence financière qui est fiable, parce que pour quelqu'un qui a déjà un salaire qui est bas et qui veut s'acheter par exemple une télé, c'est mieux de cotiser déjà l'argent, d'épargner et de se l'offrir, que ce soit le téléviseur ou alors un téléphone, que d'aller prendre un téléphone où tu vas payer 50 euros par mois, parce qu'en ce moment-là, que ce soit cet endroit-là, ils vont directement signifier à la Choufa que tu as un contrat avec eux, en fait. Et puis, voilà, c'est pas forcément nécessaire en ce moment-là. Donc, se priver un peu au début, et puis après, on va profiter. D'accord, très bien. Justement, j'ai fait une vidéo aujourd'hui où j'explique comment est-ce qu'on peut épargner avec un bas salaire. Donc, ce que tu dis là, c'est très intéressant. Et moi, je dis dans cette vidéo-là, j'explique aux gens que nous, on n'est pas ça. Fait, moi, je suis passé par là et encore, ça m'arrive aujourd'hui. Hein. Il y a des moments où personne ne peut dire qu'il a des mois qui sont rectilignes, mais il y a des astuces qui sont simples, que les gens n'appliquent pas, qui sont souvent faciles et que je parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais parler d'une astuce qui est en lien avec ce que tu dis, payer un appareil dont on n'a pas nécessité, comme on n'a pas forcément besoin tout de suite. On peut attendre des périodes de solde. On peut peut-être, comme tu as dit, économiser un peu pour s'acheter ça plus tard. Voilà, j'en parle à cette vidéo-là et je pense que c'est très important. Il faut avoir une vraie éducation financière. L'éducation financière est importante. Et donc, ça rejoint le 4e critère qui rejoint les 3 que j'ai dit pour les conditions. Ouais. Donc, maintenant, si on passe aux étapes pour acheter. Moi, donc, voilà, moi, je connais rien. J'ai déjà les 4. Non, j'ai noté les 4 autres trucs qu'il me faut. Maintenant, quelles sont les 7 étapes par lesquelles tu me conseilles de pouvoir passer pour… Mais est-ce que derrière aussi, j'ai une autre question. En même temps, je fais les questions. Hein. Est-ce qu'on peut acheter en Allemagne sans être résident? Est-ce que moi qui vis en France, je peux venir acheter en Allemagne? Tu veux dire, tu résides en France, tu n'as pas d'adresse en Allemagne? Non. Non, ça va être compliqué. Il te faut une adresse. D'accord. Ouais. Okay. Parce que là, la banque a besoin de ton adresse pour gérer tout ce qui est paperasse derrière. Voilà. D'accord. Enregistré en Allemagne. Ok, très bien. Bon, maintenant, les 7 étapes pour acheter. Quelles sont les 7 étapes pour acheter? Voilà, pour acheter, on va commencer déjà par ta capacité d'endettement. Donc, déjà, pour voir jusqu'à combien tu peux avoir comme capacité d'emprunt. Si c'est 100 000 euros, c'est 200 000 euros. Et à partir de là, tu sauras donc quel type d'appartement chercher et jusqu'à quel prix tu peux aller. Et ensuite, voilà, la deuxième étape, naturellement, c'est la recherche de l'appartement en soi. Donc, tu peux le faire sur des différents sites qui sont en ligne, que ce soit ImmoScout, Immonet. En général, tu peux aussi créer un profil sur ces différentes pages-là avec les caractéristiques de ce que tu cherches. Et là, directement, dès qu'ils auront un appartement qui correspond, tu auras donc une proposition dans ta boîte email que tu peux regarder.
Et il y a aussi des off deals que tu peux avoir. Donc, ce que je propose aussi dans l'accompagnement, donc les deals que tu peux avoir de gauche à droite, de bouche à oreille, parce qu'effectivement, tout ce qu'il y a sur Internet est très concurrentiel. Voilà, il y a beaucoup d'autres personnes qui regardent aussi en même temps. Donc, du coup, la deuxième étape, c'est la recherche de l'appartement. Et ensuite, naturellement, quand tu trouves l'appartement qui te plaît, bingo, il faut organiser la visite. Et avant d'organiser la visite, naturellement, je conseille toujours de faire une étude un peu des lieux. Si c'est à côté, c'est aller même en fait, hein, parce que voilà, il y a un dicton en allemand qui dit Lage, Lage, Lage. Ça veut dire que l'endroit où tu achètes ton bien immobilier, c'est I.O. quoi. Donc c'est tout simplement ce qui va définir ce bien-là en fait, parce que si tu as déjà un endroit où il y a l'infrastructure, il y a des écoles, tu es déjà sûr d'avoir, voilà, de gagner, que ton immobilier va gagner en valeur avec le temps, parce que c'est très important aussi investir dans une région où cet endroit-là va gagner en valeur, au que d'aller investir dans une brousse ou un peu plus loin. Bon, pour moi, je suis pas trop pour ce type-là. Je préfère. C'est vrai qu'il y a des centres-villes comme peut-être le centre de Berlin. Je crois que c'est la même chose certainement aussi en France ou à Paris, où c'est certainement très difficile de trouver des trucs intéressants. Mais même si on se recule, de ne pas trop se reculer pour pouvoir investir à ce niveau-là. Donc, du coup, tu organises ta visite, que ce soit avec le courtier ou avec le propriétaire directement. Tu vas sur les... voilà. Ce qu'il faut avoir, c'est quelque chose que je propose ici dans l'accompagnement. Quelles sont les questions qu'il faut poser? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut demander aux vendeurs? Quels sont les documents importants qu'il faut regarder et comment les regarder, comment les lire? Voilà, ce sont les choses qu'on peut avoir si jamais on travaille ensemble pour savoir effectivement ce que tu achètes et te rassurer de la qualité du bien immobilier en soi. Très bien. Du coup, quand tu regardes l'appartement, naturellement, tu vas rentrer, tu vas faire une de nuit et puis tu peux négocier aussi le prix de l'appartement. Voilà, à cet effet, j'ai effectivement fait une vidéo, comment négocier le prix d'un bien immobilier en Allemagne. Il y a des astuces que tu peux utiliser dans ma vidéo. Donc, voilà, s'il y a un truc qui est gâté ou alors si ce qu'on appelle, si les distances, bien mesurer l'appartement sur place et se rassurer de tout ce qu'il y a comme travaux à faire, tu peux utiliser pour voilà pour négocier le prix. Bon, je peux te donner une astuce ici en ligne déjà. En général, on dit que les prix c'est 10%, donc on peut quand même déjà avoir 10% de rabais sur les prix qu'on trouve en ligne. Donc du coup, en plus de ça, tu peux encore aller un peu à la baisse pour négocier, voir ce que ça donne. Et puis moi je dis toujours il faut négocier, voilà. Et récupérer, même si ce n'est que 5 000 euros, c'est déjà mieux que rien parce qu'après, tu vas prendre le crédit qu'il va falloir rembourser sur une longue durée de temps. Voilà, je crois que j'étais déjà à étape 5 parce que après la négociation, si tu as ton prix, tu as ton go, tu peux aller pour acheter l'appartement. Il faut donc trouver aussi le financement. Bon, ce qui est important aussi avec la négociation, c'est quand vous êtes d'accord, quand vous êtes mis d'accord, il faut le faire aussi par écrit parce qu'en le faisant par écrit, tu bloques l'appartement pour toi, tu réserves l'appartement pour toi. Donc, si le vendeur, il vend l'appartement à quelqu'un d'autre, il aura des comptes à rendre. Et j'ai souvent assisté aussi aux visites où les appartements étaient vraiment bien et il y avait des personnes qui venaient carrément avec l'argent dans la mallette. Donc, du coup, quand tu es là, tu sais que c'est mort. Du coup, okay. Quand il appelle le vendeur, il dit, bon, tu peux chasser tous ceux qui sont là parce que demain, on peut aller chez le notaire. Voilà, donc ce sont des choses qui arrivent. C'est bien justement d'avoir un réseau, d'avoir ces contacts-là, quelqu'un qui travaille à la finance, parce que récemment aussi, j'avais eu ça. Donc, on est allé visiter un appartement. C'était un monsieur, son papa était décédé. Il voulait se débarrasser rapidement de l'appartement. Donc, du coup, il a mis l'appartement en ligne. Et le même jour, je l'ai vu, donc j'ai appelé. Et il m'a dit, OK, demain, vous pouvez venir voir l'appartement. Donc, le lendemain, on allait voir l'appartement. L'appartement était bien nickel, bien placé et tout. Bon, il ne voulait pas sortir les meubles de l'appartement. Il a dit, vous prenez l'appartement tel quel. À prendre ou à laisser. J'ai plus envie d'avoir quoi que ce soit à voir avec ça. Mon papa est décédé, c'est déjà assez douloureux. Et puis, si vous êtes d'accord, on va chez le notaire et tout le reste. J'ai dit, OK, on va faire le financement et il n'y a pas de souci. Et on a directement fait la réservation sur place par rapport à l'appartement. Et on a dit, on s'engage pour cet appartement. Et lui, il s'est engagé aussi à nous vendre l'appartement. Mais après, apparemment, il s'est rendu compte que l'appartement avait une valeur qui était un peu plus élevée sur le marché.
Et il a commencé à vouloir essayer de nous faire sortir du deal du genre, oui, j'ai eu 10 appels aujourd'hui, il y a des personnes qui me proposent plus et tout ça. On a dit, mais on a signé un contrat et on t'a dit qu'on a besoin d'une semaine à voir avec notre banquier. Après ça, on va chez le notaire. Donc, le contrat, il est là, on a signé et puis tu nous as dit que tu as un appartement. On prend l'appartement tel quel, on va le nettoyer, on va l'utiliser comme ça a été stipulé sur le document. Donc, du coup, voilà, il a dit, OK, bon, c'est vrai qu'après, on s'est entendu, il n'y avait pas de souci. Quand il a eu son argent, bon, on a fait, on a fait la passation de service parce que, bon, après, chez le notaire, quand il y a le versement, quand l'argent est payé par la banque, bon, on s'est rencontrés pour qu'ils nous remettent les clés et tout le reste. Bon, à la fin, il a dit qu'il était content, que ça s'est vite passé. Mais, et puis, si on n'avait pas fait cette réservation-là, on aurait certainement perdu ce deal. Oui. Et puis, voilà, après, il faut encore se mettre à la recherche parce qu'effectivement, même la recherche, ça prend assez de temps. Ouais, bah, c'est un deal que j'ai fait et dont j'étais particulièrement fière de ça. Super, très bien. Ouais, très et bien. Voilà, pour raconter, voilà, l'étape numéro 6, voilà, le financement, voilà, le financement se fait à la banque quand tu respectes bien les conditions que j'ai évoquées au début et que tu vas à la banque, le taux d'intérêt, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très bas. Donc, oui. Tu le négocies sur une longue durée, si possible, parce qu'en Allemagne, il y a dans cette durée taux d'intérêt fixe. D'accord. En France, la même chose, probablement. Oui, en France, c'est pareil. En France, tu as différents types de taux. Hein. Tu as des taux fixes, taux variables. Tu as même des taux ajustables par rapport à plusieurs paramètres. Mais en gros, c'est deux catégories, taux fixe ou taux variable. Après, les taux variables capés, on te dit taux variable capé, tu peux monter à tout pourcentage. Tu vois, il y a tout ça, quoi. Ouais. Après, là, bon, là, on va pas. Là, tu as la 6e étape. On va arriver à la 7e étape. Après, on va essayer de donner d'autres astuces à ceux qui nous écoutent. Donc, la 6e étape, c'est la banque. Si j'ai bien compris, tu négocies le crédit pour avoir un meilleur crédit avec ton banquier. Ouais. Et la 7e étape, c'est le notaire, je suppose. Maintenant, tu vas signer. Le notaire, justement, tu vas signer, tu fais le rendez-vous, tu vas chez le notaire. Bon, en général, c'est l'acheteur qui choisit le notaire. Mais parfois, quand c'est le premier deal, vu que tu ne connais pas, tu peux choisir, tu peux laisser le vendeur choisir. Mais sinon, je connais un très bon notaire ici à Berlin. C'est souvent chez lui que je fais mes choses et il est vraiment correct. Et voilà. Si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est dans le chat, je peux le conseiller. Et surtout, voilà, après le notaire, naturellement, il y a les factures qui arrivent, les factures de notaire et de l'enregistrement au cadastre et tout. Ce qui fait que je l'apprécie, c'est qu'il finit vraiment tout ce qui est titre foncier, tout ce qui est enregistrement au cadastre. C'est quand il finit vraiment tout le procédé et que tu reçois vraiment ton titre foncier qui te fait la facture. Par contre, il y a d'autres notaires, tu vas chez lui, tu signes, de temps d'arriver à la maison 2 semaines après la facture là. C'est comme ça ici. Hein. Après, ton notaire, il est exceptionnel, mais c'est comme ça ici. Je veux dire, ici, dès que il y a les frais de notaire que tu payes à l'achat du bien, et les frais de notaire les encaisse, et après, derrière, il va faire une régularisation. Quand il aura terminé les démarches, il va t'envoyer un chèque de régularisation parce que généralement, ils prennent un peu plus tôt. Ils provisionnent certains montants qui est supérieur au montant qu'ils vont dépenser. Et tu le payes. Ça, tu le payes tout de suite lorsque tu signes ton bien, tu le payes. OK. Et après, ils font les démarches pour le cadastre, l'outil de propriété. Et au bout du compte, généralement, ils t'envoient toujours un chèque après. Généralement, ils ont pris un peu plus, ils t'envoient toujours un chèque de régularisation, quoi. En gros, c'est comme ça. Okay. Ça peut être plus ou moins long suivant les notaires. Donc, tu payes normalement les frais après, et puis c'est 1,5%, quelque chose comme ça, du montant du bien immobilier. Et en général, donc voilà, tu reçois cette facture après. Comme je dis, chez d'autres notaires, c'est 2 semaines après. Mais celui-ci, c'est vraiment quand il a fini de tout régulariser, le paiement a été fait, le transfert a été fait. Tu as déjà ton nom dans le titre foncier, et c'est en ce moment-là qu'il te fait la facture. Voilà. Ben, c'est vrai qu'il faut, pour ceux qui nous écoutent, il faut contacter Madel pour avoir l'adresse de son notaire là, parce que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Et je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver. Donc, pour les questions, il y a par exemple Christian Bong qui pose. On va répondre aux questions par la suite. Christian, ne t'inquiète pas. On va répondre aux questions avec les connaissances de Madel et un peu les miennes. Et s'il y a des questions où on n'a pas de réponse, il n'y a pas de souci, on saura toujours trouver les réponses, même si ce n'est pas la suite, on restera en contact. J'ai partagé un lien Calendly où vous pouvez prendre rendez-vous avec Madel pour pouvoir aller en profondeur dans vos projets immobiliers. Et là aussi, je vois qu'il y a un copain, bon, ça n'a rien avec le sujet, un copain avec qui j'ai fréquenté à l'UIT qui me salue.
Ben, salut à toi, Romel. Salut, ravi de t'avoir sur ce live. Je propose qu'on se parle après parce que bon, le live, c'est le boulot, quoi. Donc, pour revenir au sujet, donc les sept étapes, je pense que c'est très clair pour tout le monde. Et maintenant, pour chaque étape, moi, je vais donner à peu près, c'est à peu près similaire à ce qu'on a fait en France. Hein. Après, seulement pour chaque étape, par exemple, la recherche du bien, généralement, ça, c'est beaucoup plus par rapport à la personne. C'est-à-dire, les personnes, il y a des personnes qui sont plus campagne, d'autres qui sont plus centre-ville, d'autres qui sont plus, voilà. Il y a différents types de profils par rapport à différents types de biens. Mais généralement, pour un bien locatif, il y a une règle. Enfin, on m'a toujours dit qu'il y a 3 règles hein, qui sont pour le bien locatif. La première règle, c'est l'emplacement. La deuxième règle, c'est l'emplacement. La troisième règle, c'est l'emplacement. C'est ça que j'ai dit quand je disais lag. C'est la traduction. Voilà, c'est ça. Lag, c'est en allemand. Ouais, exactement. Ouais. Donc, c'est comment j'ai appris en immobilier. C'est les 3 règles qu'on m'a appris. On m'a dit 3 règles, c'est ça. Surtout quand on veut faire un investissement locatif qui rapporte un peu rapidement de l'argent et on va avoir une bonne rentabilité, un bon retour sur investissement. Parce que le retour sur investissement, on arrive souvent à tutoyer les 8%. Quand tu as un investissement traditionnel, c'est les 8%. Mais bien sûr qu'il y a des stratégies pour augmenter ton rendement en prenant l'immobilier comme de l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs immobiliers qui ont des stratégies pour complètement booster la rentabilité. Tout dépend maintenant quel est son niveau d'exposition du risque. Il y en a qui aiment louer un bon père de famille traditionnel, il met un locataire, calcule, il est tranquille, patiente. Il y a d'autres qui vont diviser, qui vont faire différents appartements. Il y a d'autres qui mettent location la semaine, il y a d'autres qui vont mettre location au mois. Voilà, il y a différentes stratégies pour booster. Et ça, je pense que pour ceux, on ne peut pas en parler aujourd'hui, mais pour ceux qui sont intéressés, pour l'Allemagne, Madeleine est disponible pour vous en parler. Après, derrière, par rapport à la banque, à la banque, on va arriver à la banque après. Mais là, c'est par rapport à chercher le bien. Maintenant, pour la visite, c'est comme moi je fais souvent, parce que moi aussi, je suis entrepreneur immobilier en France. J'ai pas mal de biens, comme je t'en ai parlé, Madeleine, avant le live. Donc, quand moi, je trouve mes biens déjà, ce que je fais, il y a des opportunités, comme tu as dit. Moi, il y a un appartement que nous avons acheté avec mon épouse, qui est vraiment une opportunité qu'on a découvert. En fait, c'était des gens qui étaient la succession, comme toi, une succession. Et on est arrivé, les gens voulaient se vendre rapidement. Quand c'est comme ça, oui, tout de suite, on voit la valeur du bien. On voit qu'on est le bien est surestimé par rapport à sa valeur sur le marché. Tout de suite, on achète, on fonce, on va tout de suite. Et comme tu dis, il faut réserver le bien. Il faut essayer de quadriller le deal assez rapidement parce qu'on sait qu'on est sur une bonne affaire. Et une bonne affaire, généralement, on n'est pas les seuls à aller voir. Quand on a une bonne affaire, vous êtes 200 à avoir vu la bonne affaire. Et c'est le premier qui réussit à quadriller qui gagne la bonne affaire. Donc, si on est le premier sur le coup et qu'on voit que c'est une bonne affaire, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas dire oui, je vais réfléchir, oui, je vais. Non. C'est pour ça que l'immobilier, tu as dit un truc qui est important avant. Il faut être préparé, il faut être prêt. C'est-à-dire, l'immobilier, quand on a fait nos projets déjà, tu sais, par rapport à la zone que tu as ciblée, il faut savoir quels sont les prix moyens. Que ce soit les prix d'appartement, prix de maison. Il faut que tu aies déjà en tête les prix qu'on pratique sur place et que tu ne sois pas pressé. Quand tu as les prix qu'on pratique sur place et quand tu tombes sur une... Parce que quand on dit bonne affaire, tout le monde ne sait pas ce qu'est une bonne affaire. Une bonne affaire, c'est quand tu connais la réalité du marché, que tu dis que c'est une bonne affaire. Donc, si tu ne connais pas la réalité du marché, tu ne sauras pas que c'est une bonne affaire, en fait. C'est pour ça qu'il faut être au courant des prix qu'on pratique sur place. Et quand tu tombes sur une bonne affaire, tu sais que c'est une bonne affaire parce que le prix des appartements identiques dans la région est différent, est plus élevé, tout ça. Et bim, c'est une bonne affaire. Mais si tu n'es pas préparé, ça va être compliqué que tu sois sur une bonne affaire. Donc, il faut d'abord être préparé par rapport à là où tu vas acheter. Prends tes infos, fais ce qu'on appelle, moi, justement, do your homework. Fais tes devoirs. Tu fais tes devoirs. Tu fais bien tes recherches. Tu sais là où tu vas acheter, combien ça se loue. Voilà, tu connais tout ton travail. Et maintenant, quand tu vas chercher, tu sais là où tu vas. Et tu tombes sur une bonne affaire, tu sais que ça, c'est la bonne affaire, je ne la laisse pas passer, je verrouille tout de suite. Et pareil, si tu tombes sur une mauvaise affaire, tu sais que ça, c'est une mauvaise affaire, je passe à autre chose. Donc, pour la recherche, il faut souvent, je pense, multiplier les visites. Il ne faut pas avoir peur de faire des visites. Moi, je sais que les visites, j'en faisais souvent 3-4 par semaine. Il faut faire les visites, faire les visites. Plus tu fais des visites, plus tu vas avoir des biens, plus tu seras capable de challenger les propriétaires. Parce qu'il y a souvent beaucoup de vices cachés, beaucoup de trucs comme ça. Moi, mes premiers biens, je me suis fait avoir comme tout le monde. Ou quand tu achètes le bien, après, tu vois que toute la plomberie est foutue. Tu vois que l'électricité, il faut tout refaire. Il y a plein d'erreurs qu'on tombe dedans au départ, mais on apprend. Après, on connaît tout qu'on voit au début. Après, on se dit que non, je vais peut-être ramener un artisan avant qui va donner son avis. Après, je vais ramener peut-être un ami qui connaît un peu en peinture. Après, voilà, on avance, chacun fait son parcours. Mais généralement, quand tu ne fais pas accompagner au départ, moi, pour 90% des gens que je connais qui sont allés tout seuls au départ, ils sont plantés. Ils ont eu des erreurs. Moi y compris. Hein. Et à contrario, ceux qui sont fait accompagner dès le départ, ils ont 90%, c'est l'inverse en fait. Donc, comme tu l'as si bien dit, il y a un parcours que tu as eu avec beaucoup d'expériences que tu as magasinées. Et celui qui ne connaît pas, qui vient te voir tout de suite, il va faire un gap énorme. Il va faire un gap énorme parce que toutes les erreurs que toi tu as, tous les plâtres entre les mecs que tu as essuyés,
Moi, aujourd'hui, pareil, ce que j'accompagne dans l'immobilier, parce que je ne le fais pas encore de façon vraiment très, très répandue, j'accompagne beaucoup de proches qui investissent en immobilier. Par rapport à l'expérience que j'ai, moi, ils s'en sortent énormément parce que tous les pièges que j'ai dans lesquels je suis tombé, je leur dis attention, il y a ça qu'il faut éviter, ça qu'il faut éviter. Et du coup, ils gagnent énormément de temps. C'est énorme, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Ouais. C'est pour ça que moi, j'appelle tout le monde qui a un projet de ce type-là en Allemagne de ne pas hésiter. Ouais. Parce que derrière, il faut calculer, même si l'accompagnement, je prends un cas très simple. Hein. Après, Madel verra avec la personne qui va accompagner, elle fera son estimatif. Hein. Parce qu'on le veut partout, travail mérite salaire, donc il y aura forcément quelque chose à payer. Mais supposons même qu'aujourd'hui, tu payes même 1 000 euros, je dis n'importe quoi, même 1 500 euros pour un accompagnement, pour un projet qui vaut 300 000 euros. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça, par rapport à ce que tu vas pouvoir gagner, si c'est que tu payes 1 500 euros sur un bien de 300 000 euros, et elle te fait seulement économiser 5% sur ton prix d'achat. Qu'est-ce que tu perds? Elle te fait économiser, c'est-à-dire elle te fait gagner 15 000 euros pour 1 500 euros. Qu'est-ce que tu perds? Alors que si tu pars sans elle, tu vas pas gagner ça. Donc, il ne faut pas souvent voir, entre guillemets, le coût que tu peux mettre sur la table, mais voir plutôt la valeur que tu vas en tirer par rapport à ton projet. Le cas de 300 000 euros, c'est très simple. Tu as dit, si le bien coûte 300 000 euros, et toi, tu es en Allemagne, tu vas voir Madel, tu veux que tu m'accompagnes, elle va dire, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire. Au bout du compte, ton projet descend à 280 000 euros et tu lui donnes 1 000 euros, même 2 000 euros. Tu as gagné 18 000 euros. Tu as gagné 18 000 euros. Les gens ne s'en rendent pas compte, en fait, parce que les gens vont juste, quand tu vas donner un montant d'accompagnement à quelqu'un, il va s'arrêter au montant, mais il ne verra pas la valeur. C'est pour ça que c'est important de noter, en fait, que quand on se fait accompagner l'immobilier, généralement, on gagne. Surtout quand on est avec des professionnels comme toi, Madel, on gagne. On gagne énormément. On gagne en temps, on gagne en argent, on gagne en qualité de travail, on gagne en méthodologie. Et il suffit de faire ça une fois pour dupliquer ça plusieurs fois. Donc, je pense que c'est vraiment très intéressant ce que tu as, les 7 étapes que tu as énoncées. Maintenant, je vais te terminer avec la banque, en fait. Quand tu vas maintenant à la banque, ce que moi, je recommande souvent aussi, c'est de multiplier les banques, en fait, pour pouvoir avoir plusieurs offres, pour pouvoir challenger, pour pouvoir avoir le meilleur qui va bien. Et même s'il y a des travaux, il faut souvent penser au maximum de faire financer les travaux aussi. Moi, je dis souvent aujourd'hui, il faut s'endetter à 110% si possible. Hein, 110%. Et après, maintenant, il faut monter son dossier, faire plusieurs banques parce qu'il y a des banques qui vont te dire non, d'autres vont te dire oui, d'autres vont donner des taux différents. Voilà. Donc, il ne faut pas faire. Il y a sa banque traditionnelle qui te connaît tes trucs. Oui, il y a cette banque-là. Mais il y a d'autres banques qui ne te connaissent pas, mais qui veulent t'avoir comme client et qui peuvent faire des efforts sur plusieurs. Même si ça te donne une carte bancaire gratuite, la carte bancaire gratuite, c'est vraiment pour une carte peut-être premier, c'est 145 euros par an ou 150 euros par an. Ils te la donnent gratuite sur 2 ans. Et il y a ça de prix. Hein. Tu dois économiser 300 euros. Hein. Donc, aucun gain, aussi minime soit-il, n'a négligé. Aucun gain n'a négligé. Donc, c'est pour ça qu'il faut, à l'époque d'apprendre à parler un peu de tout ou de rien, mais on a parlé beaucoup de toutes les étapes, on a donné beaucoup d'informations, mais il faut vraiment être structuré. Et à chaque étape, il faut savoir se poser des questions. C'est pour ça que se faire accompagner est très important. Surtout quand on démarre et qu'on estime qu'on n'est pas capable de faire certaines choses de soi-même. Après, si on a le temps d'aller chercher... je sais pas, chercher dans les bouquins, tout ça, peut-être on trouvera, mais le temps que quelqu'un va payer d'en chercher dans les bouquins, tout ça. Et souvent, les bouquins, c'est pas certain que ceux qui les écrivent ont pratiqué. Alors que toi, tu as pratiqué et tu sais de quoi tu parles. Ouais. Fais attention. Donc, moi, je vous invite, hein, donc, ceux qui sont vraiment dans l'immobilier, ceux qui veulent se lancer, si tu es étudiant, fais attention de ne pas aller au chauffeur, c'est ça? Chauffeur. Vous n'allez pas aller au chauffeur, fais attention. Et ceux qui ont déjà un peu de cash pour se lancer, si vous ne savez pas comment faire, elle a donné des conditions qu'elle pourra rappeler lors d'un accompagnement. Elle a donné les 7 étapes aussi. On essaie de ramener un peu plus de contenu les 7 étapes. Après, il y a plusieurs. On ne peut pas tout dire ici. Non, on ne peut pas tout dire. Mais au moins, les grandes lignes ont été données. Maintenant, c'est juste pour vous inciter vraiment à passer le pas. Parce que l'immobilier, comme j'ai dit il y a quelques instants, c'est un vrai pilier d'investissement et il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser à ce pilier-là où l'on vit. Bien sûr qu'il faut devenir riche en Afrique, ça c'est certain. Il faut investir en Afrique, ça c'est certain. Mais il faut aussi investir là où on vit. Ça c'est très important. Mais c'est clair, je veux vraiment ajouter aussi, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes hésitent d'investir. Parce qu'ils se disent que bon, après les études, le retour c'est en Afrique. Après les études, on va rentrer. C'est clair, on va rentrer, c'est pas un souci. Mais après, l'immobilier ne t'empêche pas de rentrer. Quand, par exemple, tu as ton bien immobilier et que tu rentres, tu le mets en location tout simplement. Tu es en Afrique, partout où tu es, tu continues à recevoir les entrées du locataire, il n'y a pas de souci.
après, si tu as des enfants qui veulent revenir étudier en Europe, en Allemagne, en France ou partout, ils peuvent encore utiliser cet immobilier-là. Ils peuvent encore. Et après, dans les immeubles, je sais pas comment ça se passe en France, mais directement, en général, il y a toujours cette société qui s'occupe de chaque appartement. Donc, en général, voilà, pour ces appartements-là, quand tu l'as déjà acheté ton bien immobilier, ce qu'il faut faire après, bon, ce que je fais pour mes appartements, c'est juste au début du mois, je regarde si le loyer est là. Et puis après, c'est tout. Bon, une fois par an, il y a ce qu'on appelle la réunion des propriétaires. Tu peux y aller ou alors juste recevoir le protocole ou alors envoyer quelqu'un, lui donner donc une procuration que quelqu'un d'autre y aille. Donc, je dis pour des personnes qui veulent, par exemple, rentrer en Afrique plus tard. Donc, du coup, c'est gérable, quoi, parce que la gestion, en tant que propriétaire, si elle n'est pas trop demandante en ce moment-là. Donc, du coup, si après 5 ans, après 10 ans, tu sens que tu veux rentrer en Afrique, ce qui est naturellement tout OK. Je connais des personnes aussi qui ont acheté des biens ici et qui sont rentrés. Ils viennent peut-être une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans. Les enfants sont là en vacances et tout le reste. Mais l'immobilier, ça tourne, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, quoi. Donc, du coup, c'est aussi, bon, par rapport aux erreurs, aux mythes donc, dont on voulait parler à la fin, c'est une des choses que les personnes se disent, OK, je vais investir sur un bien, il va falloir que je paye pendant 30 ans, pendant 35 ans. Ça veut dire que je vais caler en Europe et tout ça. Non, 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 pas forcément. Non, parce que après, si tu rentres, ton bien il reste là. Et comme je dis, les enfants peuvent revenir faire les études sur place et ne pas trop galérer comme nous, on a galéré à l'époque. Non, moi, j'ai un ami, dans le même sens, j'ai un ami qui est dans ce cas. Hein, il va en France avec nous. Il a pris un poste intéressant en Afrique. Il est rentré. Il avait un bien ici. Et il s'arrange toujours avec son locataire à faire en sorte que quand il vient en vacances en France, son locataire, lui, il est en vacances ailleurs. Donc, ça veut dire quand il vient toujours, il a 2 mois ou 1 mois et demi. Il vit dans son appartement, son appartement, il est tranquille avec ses enfants, les locataires sont partis. Et lui, ça l'empêche de prendre bien. Enfin, il économise son mal d'argent et chaque année, il fait ça. Il est peinard. Ouais. Donc, ça n'a pas empêché d'investir. Donc, il ne faut pas se dire que, comme tu as dit, Madeleine, comme tu l'as si bien dit, il ne faut pas se dire que, comme peut-être je veux rentrer en Afrique, c'est pas pour ça que je vais investir. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Les deux options sont vraiment très intéressantes. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment insister dessus. C'est un pilier. On peut vraiment se construire un empire immobilier. Il y a plusieurs exemples qui le démontrent. On peut le construire autant ici et le construire en Afrique. Les deux ne sont pas incompatibles, en fait. Hein. On peut faire les deux sans grande difficulté. Et justement, l'avantage aussi, c'est que je ne sais pas si c'est la même chose, comme tu as parlé tout à l'heure de financement à 110%. Donc, tu vois déjà que l'apport au départ, c'est presque zéro, quoi. Donc, du coup, voilà, du coup, ça n'empêche pas, si tu gardes du capital pour investir en Afrique, tu peux le faire sans problème, vu qu'ici, tu n'auras pas besoin de grand-chose au départ. Ouais. Complètement. Ça, c'est très bien. Je pense que c'est bien clair. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez vos questions. Si vous êtes à intervenir, je mettrai le lien tout à l'heure pour ceux qui veulent intervenir en live. Donc, on va passer à l'étape suivante. On va parler un peu de stratégie. On va parler parce que la stratégie est tellement spécifique à l'individu, à la situation. On va parler des grandes stratégies. On va brosser un peu ça. Donc, Madeleine, je te laisse la parole. Les différentes stratégies que tu aides à mettre en place sans entrer vraiment on va dire, dans le détail, mais en gros, les différentes stratégies que tu proposes aux personnes, c'est quoi? Voilà, les différentes stratégies, en gros, donc voilà, il y a la stratégie du cash flow positif, donc avoir un flux positif à la fin du mois, donc générer un cash flow positif. Mais après, il va falloir s'y mettre, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ou alors ça ne se fait pas comme ça du claquement de doigts. Donc du coup, il faut déjà être prêt à s'investir. Il y a des choses qui marchent bien, c'est par exemple ce qu'on appelle ici des gays ou alors du Airbnb ou alors les locations saisonnières, ça passe assez bien parce qu'à partir de ce moment-là, tu as 2-3 personnes qui sont dans l'appartement et voilà, tu as un cash flow qui est plus important que si tu mettais une seule personne en location qui restait là. Mais en contrepartie, naturellement, il te faut meubler l'appartement, il faut être présent s'il y a un problème. Il faut avoir, voilà, vu que c'est saisonnier, tous les 6 mois quand il y a changement ou tous les 3 mois, il faut être présent. Ou alors, tu peux aussi embaucher quelqu'un pour le faire. Donc, du coup, ça marche aussi très bien pour avoir un cash flow positif. Et après, pour les personnes qui veulent aller dans le sens de l'achat et la revente du bien immobilier, il y a des stratégies. Voilà, tu achètes un bien délabré, tu le retapes. Donc, il faut avoir des artisans derrière qui peuvent t'aider à le faire. Et du coup, tu le retapes et tu le revends. Ou alors, tu achètes l'appartement et après,
Tu habites à l'aise. La petite, elle va intervenir peut-être. Hein. Il faut lui dire qu'elle a encore un peu de temps pour investir. Hein. Il faut lui dire qu'elle a encore un peu d'apprentissage. Hein. Voilà, justement. Et voilà, l'autre stratégie, c'est voilà, d'acheter l'appartement, y vivre à l'intérieur dans l'appartement toi-même. Et vu que quand tu habites à l'appartement, tu peux revendre l'appartement sans te faire frapper par les impôts. Si tu as bien acheté ton bien dans un endroit où la valeur de l'appartement prend, tu peux te retrouver en train de faire, après 3 ans, après 2 ans, une plus-value de 50 000 euros. Et du coup, avec 50 000 euros, tu as un cash énorme et suffisant qui va te permettre de faire d'autres placements ou alors d'autres investissements. Et voilà. Et bon, la troisième stratégie aussi, c'est pour ceux qui veulent aller du côté du résidentiel, ou alors dans les constructions de maisons, de construire en prévoyant peut-être des petites chambres ou alors ce qu'on appelle au pays avant les dépendances que tu peux mettre en location. Pour les étudiants, ça passe bien pour d'autres personnes pour pouvoir soutenir les traites que tu vas devoir payer à la banque. Ce sont les stratégies comme ça qu'il faut mettre en place, qu'il faut connaître dès le début. Et c'est pour ça que je dis, ce sont des choses que moi, quand je me suis lancée dans l'investissement, je ne connaissais pas tout ça. Donc, j'ai juste acheté le premier bien. Après, je me suis rendu compte que bon, ça marche. Pourquoi pas acheter le deuxième? Mais pourtant, là, en amont, on peut vraiment réfléchir, se mettre ensemble, faire une stratégie et dire, voilà ce qu'on veut atteindre, voilà comment ça se passe. Si je vais comme ça, je peux arriver à cet objectif-là. Et je pense que c'est plus structuré de travailler de cette façon-là. Bon, à l'époque, on s'est juste lancé à l'eau et voilà. Très bien, très bien. Souvent, on dit que c'est tant qu'on n'ose pas, que c'est Oui. souvent difficile parce qu'on n'ose pas et qu'on on se rend compte que c'est pas difficile. Donc, souvent, on a des appréhensions, on n'ose pas parce qu'on se dit c'est très difficile. Mais après, on ose, on se rend compte que ben, effectivement, c'est pas si difficile que ça et on essaie de trouver des options. Dans les 3 stratégies, tu as parlé du cash flow positif. Ouais. Donc, pour ceux qui sont avec nous, le cash flow, pour être simple, le cash flow, c'est lorsque vous faites un calcul entre l'argent que vous entrez et l'argent que vous sortez. Dans le cas de l'investissement immobilier, c'est par exemple vos loyers, moins vos charges et vos travaux que vous allez engager. Donc, ça, c'est une stratégie. Si vous souhaitez avoir un cash flow positif, ça veut dire que chaque mois, vous souhaitez avoir de l'argent, être bénéficiaire, c'est-à-dire que vos recettes soient supérieures à vos charges. Ça fait un cash flow positif. Donc, le cash flow, c'est ça, c'est lorsque vous faites le cash in, moins cash out, c'est-à-dire ce que vous recevez, moins ce que vous sortez, qu'au bout du compte, vous avez un chiffre positif. Ça, c'est la première stratégie que Madeleine a proposée, mais elle a dit que pour celle-là, il faut un peu d'investissement parce qu'il y a des... Après, maintenant, on va gérer le bien comme un business, hein, c'est-à-dire comme un business où on souhaite avoir du bénéfice. C'est comme une entreprise, donc il y a quand même un peu plus d'efforts à fournir. Donc, ça, c'est la première stratégie qu'elle a donnée. Deuxième stratégie, c'est l'achat-revente. C'est-à-dire vous achetez des biens qui sont dans un état désuet, vous faites des travaux pour mettre le bien en valeur, après pour le revendre et faire de la plus-value. Et dessus, tu as dit un truc très intéressant que pour éviter de peut-être être taxé, tu recommandes aux gens d'acheter et de rester 2 ans dans l'appartement ou dans la maison avant de revendre. D'accord, ça c'est une deuxième stratégie. Troisième stratégie dont tu as parlé, c'est le résidentiel, c'est-à-dire les gens qui vont acheter des maisons, qui peuvent construire. Quand ils achètent ou ils construisent, qui prévoient des annexes, ce qu'on appelle le pays des dépendants, des annexes, pour qu'ils puissent les mettre en location. Et ces annexes-là vont permettre de couvrir le crédit. Donc, ça va permettre de faire un cash flow nul ou un cash flow positif pour certains. Quoi. Ouais. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça, effectivement. Très bien. Ben, c'est 3 stratégies qui sont bien, qui sont vraiment, je pense, claires pour tout le monde. C'est la même stratégie que moi j'applique ici, que je conseille aux gens. Donc, c'est vraiment des stratégies qui sont bien. Mais derrière aussi, ce qu'il faut noter, c'est que, comme je dis encore, l'immobilier, c'est vraiment un pilier de richesse qui est indiscutable. Mais après, il y a des profils qui sont différents. Donc, ça, on en reparlera peut-être plus tard. Un profil, si tu es célibataire, si tu es marié, si tu as un salaire, voilà, il y a plusieurs profils qui sont différents. Et par rapport au profil, c'est pour ça qu'il faut étudier sa situation financière et fiscale de près pour voir quelle stratégie on peut mettre sur pied. Il y a par exemple ici en France encore d'autres stratégies que les gens avaient mis sur pied qui s'appelaient on appelait ça les lois Robien. Il y a plusieurs, c'est les ministres de l'Habitat qui ont fait plusieurs lois pour la défiscalisation. Et tu achètes un bien et quand tu achètes le bien, en fait, le bien te permet de défiscaliser partie de tes impôts. Donc, il y a encore, on appelait ça les défiscalisations, il y a plusieurs régimes comme ça. Il y a aussi ça en Allemagne.
Il y a aussi en Allemagne, ça c'est tout un autre, c'est Voilà, toute une rubrique encore, la fiscalité exactement. avec le bien immobilier, quand c'est C'est ça. locatif, voilà, tout ce que tu peux faire valoir en fin d'année, donc dans tes dépenses ou alors les charges de l'année, le retour que tu as sur l'impôt, naturellement, c'est aussi une plus-value. Et après, je pense, ce dont tu parles, ce qu'on appelle ici Denkmalschutz, ce sont les appartements qui sont de l'État, qui ont été faits après la guerre, et ils sont encore, de par ce qu'on appelle l'amortisation, plus, voilà, plus, ils sont à 8%, donc du coup, tu peux déclarer ces dépenses-là dans ton revenu à la fin d'année comme une charge, et du coup, tu peux avoir un retour sur les impôts qui est plus intéressant que si tu avais, voilà, un bien immobilier locatif normal. Donc, la fiscalisation, c'est tout un autre thème encore. C'est vrai que c'est pour ça C'est que je c'est parle pour ça que je dis, l'immobilier. hein, c'est pour ça que je dis Ouais. que c'est important de faire un bilan avant de se lancer dans son projet parce que chaque personne qui fait l'immobilier a des attentes différentes. Il y a un Mm. qui veut faire parce qu'il veut se faire du cash, comme tu as dit. Il y a un qui veut faire parce qu'il veut peut-être payer moins d'impôts. Il y a un qui Ouais. veut faire parce qu'il veut se bâtir un patrimoine. Donc, suivant ce qu'on souhaite faire au départ, je pense qu'il faut vraiment mettre sa stratégie par rapport à ses objectifs, quoi. C'est pour ça Ouais. que c'est important de définir ça avant de se lancer. Mm. Ben, c'est très bien. Les stratégies, on a noté. Maintenant, les erreurs. Si on parle des erreurs et des erreurs de quelqu'un, les erreurs que tu as eu à rencontrer, les erreurs que tu peux dire aux gens pour les éviter, et peut-être les limites aussi, s'il y a des limites par rapport à un investissement immobilier, est-ce que tu peux nous en parler, nous brosser un peu ça, les différentes erreurs, les principales erreurs et les limites? Voilà, bon, une des principales erreurs, c'est généralement voilà, d'aller chez le notaire sans avoir eu son crédit de financement, par exemple. Donc, du coup, parce que là, quand tu vas chez le notaire déjà et que tu signes le contrat d'achat, alors que tu n'as pas encore ton crédit, voilà, tu vas être imposé les frais de notaire que tu auras à payer. Et si après la banque te refuse de t'octroyer carrément le crédit, naturellement, tu as un problème et tu vas payer ces coûts-là pour rien, en fait. Parce qu'il y a eu des cas comme ça, il y a eu des cas de, voilà, un peu comme la chauffeur, des personnes qui ne savaient même pas qu'ils étaient à la chauffeur, qu'ils étaient fichés à la chauffeur. Et puis, tu as un bon salaire, genre 4 000, 5 000 euros, tu trouves un truc, tu te dis, bon, de toute façon, tu vas pouvoir acheter, il n'y a pas de souci. Mais après, donc, le passage sur le notaire, tu as quand tu demandes à la banque, voilà, je veux parce qu'en général, la banque te fait déjà un premier check-in. Et après, pour le check-in final, il se rend compte justement que tu es fiché à la chauffeur et là, rien ne peut plus se passer. Et si tu as déjà signé chez le notaire, ça te fait déjà quand même des frais de notaire que tu as à payer. Si tu avais un courtier avec, tu vas payer aussi les frais de ce courtier-là. Et ça peut aller jusqu'à 10 000 euros et c'est pas, voilà, c'est pas très intéressant. C'est déjà une des choses qu'il faut, voilà, c'est vraiment la cata, quoi, du coup, dans Ah ouais, l'investissement. c'est clair. Ouais. Et après, voilà, comme j'ai dit au début, quand tu visites l'appartement, déjà le réserver pour éviter que quelqu'un d'autre te prenne l'appartement naturellement. Ce sont des petites choses, des petites astuces qu'il faut savoir pour se réserver son bien en ce moment-là. Mm. Très bien. Donc, ça, c'est quelques erreurs. Donc, il faut passer par les étapes que tu as données, en fait, dans un ordre séquentiel pour Oui, éviter de se retrouver coincé, quoi. ouais, Ok, très bien. Donc, pour éviter que ça vous coûte de l'argent, parce que pour ceux qui ne savent pas, si tu t'engages dans ce projet-là et que tu te rends compte que tu es interdit et que tu es associé avec la banque, payer 10 000 euros, c'est quand même une perte qu'on peut éviter si on a l'occasion d'éviter, quoi, hein. ouais. Donc, c'est très bien. Là, j'ai partagé le lien pour ceux qui veulent prendre un avec Madel pour aller en détail. Le lien, il est là. Vous pouvez cliquer sur le lien et réserver un créneau avec elle. Je pense que tu as 30 minutes gratuites, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Les 30 minutes sont gratuites. Et puis, voilà, si pour aller plus loin, on va définir selon le besoin de la personne parce qu'effectivement, vu qu'il y a beaucoup de stratégies et les demandes sont généralement diversifiées. Et après, on pourra aller en détail sur les prix ou alors, dépendant de ce que la personne recherche. Mm. Bon, les prix, après, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Il faut regarder ça d'une autre façon. Il faut plutôt voir la valeur que tu as. Comme je disais, pris un exemple de 300 Ouais, 000 euros. C'est pour ça que tu as bien signifié que tout dépendra du projet de la personne. Donc, j'ai bien dit, en fait, on prend un cas sur 300 000 euros. Si tu fais économiser à quelqu'un seulement 5% sur son projet, je pense que c'est très intéressant. Donc, il y a 30 minutes d'offert, ce qui est très bien. Profitez-en. Calez mm. les rendez-vous, posez vos questions. Madeleine va vous écouter, elle va vous accompagner. Donc allez-y. Donc, après, maintenant, par rapport aux erreurs aussi, les erreurs ce que moi je peux rajouter en termes d'erreurs, c'est que derrière aussi, il faut
faut faire attention d'être emballé par des biens tout de suite, parce qu'on voit un bien qui est super chic, super bien, tout de suite, voilà. Faut vraiment savoir. C'est pour ça qu'il est important de bâtir son projet. L'immobilier, c'est un projet qu'on doit faire comme tout projet qu'on veut faire dans sa vie, que ce soit locatif ou résidentiel. Il faut vraiment bâtir son projet avec les attentes, les objectifs. C'est vraiment quelque chose de concret qu'il faut bâtir et aller étape par étape. Et surtout, une autre erreur, c'est de ne pas être pressé, parce qu'il y a des gens qui sont très pressés. Quand ils vont acheter, si je dois acheter là, je dois acheter. Non, non, non. Moi, je dis souvent que quand un bien t'est destiné, bon, parce que moi, quand on est croyant, on a la foi, on sait quand un bien c'est pour toi, même si ce qui se passe, le bien va te revenir. Donc, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas surtout courir, parce que de toute façon, on peut parler plus vite que la musique de 1. Et de 2, il faut souvent être patient. Il faut être patient. Après, si on tombe sur une occasion, comme on a dit, sur une opportunité, il ne faut pas. Moi, voilà, moi je t'ai parlé de l'opportunité que j'ai trouvée. Il ne faut pas hésiter quand c'est une opportunité. Mais pour savoir détecter les opportunités, il faut être informé des valeurs du marché. Voilà. Tu ne peux pas dire que c'est une opportunité. Comme quand tu vas chercher du travail. Tu vas chercher du travail sans te documenter sur les salaires que l'on pratique. Et tu arrives, on te donne un salaire, tu ne sauras pas si le salaire il est bon ou il est mauvais. Parce que tu ne connais pas ce que tu veux, tu ne connais pas les standards du marché. L'immobilier, c'est pareil. Quand tu vas chercher un emploi, tu dois d'abord faire ce qu'on appelle un benchmark, te benchmarker toi par rapport à ce qui se fait sur le marché, pour voir quels sont les salaires moyens que les gens touchent avec ton niveau, avec ton domaine d'activité, ton secteur dans lequel tu veux travailler. Là, quand tu arrives à un entretien, si tu es retenu, on te propose un salaire, tu sauras si le salaire correspond à la valeur du marché. L'immobilier, c'est la même chose. Mais ça, c'est parce que tu auras cherché d'avoir les informations sur ton marché. L'immobilier, si tu n'as pas fait ton travail avant, tu vas arriver, on va te dire que le bien, c'est 200 000 euros. Si tu ne sais pas si ce type de bien-là vaut ce prix-là ou pas, tu ne sauras pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Il faut vraiment le faire de façon assidue. Et comme je dis, si on pense qu'on a des blocages, des difficultés, il y a des personnes comme Adèle qui sont là pour ça. Et moi, je conseille vraiment à ceux qui démarrent de ne pas hésiter. Ne pas hésiter à se faire accompagner parce qu'au bout du compte, on gagne toujours, que ce soit en temps, que ce soit en argent, que ce soit en expérience, on gagne toujours à se faire accompagner. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, là, on a déjà atteint l'heure, là, donc ça passe tellement vite. Ouais, ça va vite. Donc, on va passer aux questions. S'il y a des personnes qui veulent intervenir, intervenir en live, c'est possible qu'ils interviennent. Donc, je vais mettre le lien là pour ceux qui veulent intervenir. Là, j'ai vu qu'on avait deux petites questions. Il y a Franck Amoussou qui demande ton contact. Donc, Franck, je t'invite à prendre rendez-vous avec Madèle sur le lien Calendly que j'ai partagé. Ou tu peux aller sur la chaîne de Madèle aussi. Je pense qu'il doit avoir un contact sur ta chaîne, non? Il doit avoir un mail. Justement, il y a mon adresse email sur la page, voilà. Donc, le nom de la chaîne YouTube, c'est Immobilier en Allemagne. Ouais, effectivement. Donc, Franck, tu peux taper dessus et tu vas regarder, tu auras toutes les informations. Ou si tu vas encore aller plus loin, je te conseille de prendre rendez-vous directement, le créneau 30 minutes gratuit, poser tes questions. Donc, si on remonte aux questions qu'on avait, il y avait une question de Christian qui disait, j'aimerais nous éclairer un peu sur les revenus de ce domaine à long terme. Comment fructifier à bas prix ses finances dans la même activité? Donc, sur les revenus, Madèle, je te laisse peut-être, tu vois la question, peut-être la traiter. Après, je dirai mon mot dessus aussi. Oui, je vois la question. Les revenus dans ce domaine à long terme. Je comprends pas très bien la question. Je veux dire, ça dépend naturellement de la stratégie. Si au départ, tu vas sur une stratégie à cash flow positif ou alors à flux positif, comme Franck expliqué au départ, et que peut-être tu as un plus de 100 euros par mois, voilà, ça va rester sur 100 euros par mois. Bon, après maintenant, il y a les augmentations du loyer. Bon, par exemple, ici en Allemagne, je sais pas comment c'est là-bas en France. En Allemagne, après 3 ans, tu peux ajouter le prix du loyer à 20%. Bon, 20%, c'est la réglementation, mais sinon, c'est un peu agressif quand même. Ce que les propriétaires font, c'est généralement 10% pour les locataires qui sont assez réglo. Bon, pour chacun d'entre nous, si on augmente ton loyer de 10%, il y a de fortes chances que tu ne sortes pas de l'appartement et il y a de fortes chances que tu continues à rester là-bas. Mais là, ça va faire une plus-value pour le propriétaire qui, peut-être, si jusqu'à présent, il n'avait que 110 euros, il aura un peu plus sur son return on investment à ce moment-là. Et comment fructifier à bas prix ses finances dans la même activité?
Voilà, je pense que c'est beaucoup plus la disponibilité, hein. Avoir un réseau, comme je disais. Si par exemple tu as des personnes qui peuvent te retaper un appartement, là par contre c'est souvent très intéressant parce que quand tu achètes un appartement, tu le rénoves et tu le revends. Alors même tu le rénoves et tu le mets en location. Si tu peux le faire à bas prix, si tu as des personnes dans ton réseau ou si tu es formé aussi comme artisan, ce sont des choses qui peuvent s'apprendre, qui s'apprennent si tu es un peu, voilà, handwerkgeschick, comme on dit ici en Allemagne. Donc si tu peux travailler un peu avec la main, si tu peux retaper des choses, que ce soit électricité, plomberie, après mettre la peinture, t'occuper du sol, mettre un parquet, tu vas le faire naturellement à bas prix parce que tu vas pas prendre une grande société qui va te faire des choses très chères. Donc du coup, tu peux donc fructifier dans tes revenus à ce niveau-là parce que tu vas épargner. Bon, ici à Berlin, ce que les gens font aussi, c'est qu'ils appellent les polonais qui ne sont pas très loin pour faire des travaux parce qu'il y a la main d'œuvre, elle est qualifiée, elle est un peu plus moins chère que la main d'œuvre allemande. Donc, ça dépend toujours de là où tu te trouves et des personnes que tu connais. Et voilà, c'est aussi quelque chose que je dis toujours, surtout ici en Allemagne, pour des personnes qui font des formations, que ce soit des formations d'artisans. C'est quelque chose dont on a besoin. Moi j'ai eu un problème récemment dans un de mes appartements. Il fallait refaire le mur et voilà, c'était toute une galère. C'est vrai que j'ai réussi après à travailler avec un Allemand, mais si nous aussi, les Africains, on avait un réseau, pourquoi pas? Si on avait un créneau de personnes qui pouvaient retaper les appartements, qui pouvaient faire des choses comme ça, on pouvait avancer là plus rapidement et puis voilà, comme on dit, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Exactement. Donc, Là, c'est une très belle note sur laquelle tu as conclu la réponse à la question de Christian. Donc, effectivement, c'est un créneau qu'il faut explorer. Si vraiment on peut vraiment développer un réseau africain, que ce soit en Allemagne, que ce soit même en France, hein, ou lorsqu'on a besoin, on fait appel à ces personnes-là dans nos affaires, je pense que ça peut être quelque chose de très bien. Donc, il faut creuser la question. Quelque chose d'intéressant à creuser, quelque chose qui peut être bien, parce que je pense que si on fait la liste des personnes, que ce soit en France ou en Allemagne, même en Allemagne, puisque c'est le cas aujourd'hui, ouais, des personnes de la diaspora qui ont des appartements, je pense qu'il y a pas mal de monde. ouais, Et surtout, s'il y a cette base de personnes qui peuvent travailler, qui peuvent rendre des services à ces personnes-là et qu'on fasse tourner l'argent entre nous, il faut pas avoir honte aussi, hein. Faire de ouais. l'argent entre nous, c'est tant mieux, pourquoi pas. Donc, Pourquoi moi, je suis complètement d'accord avec cette approche-là. Attends, je vais essayer de brancher ça. Attends. Donc, donc ça, c'est bien. Donc, là, derrière, une dernière question. Dernière question que j'avais, il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a un autre qui a posé une question sur le Tchad. Bon, je ne sais pas, Ibrahim, qui a demandé qui est ainsi au Tchad, ici, chez nous. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas trop le but de te parler du Tchad, mais je t'invite, si tu le souhaites, si vraiment tu veux investir au Tchad, d'aller sur la chaîne. Je parle un peu de certaines stratégies d'investissement, mais derrière, il faut passer par les 7 étapes que Madel a données. Hein. C'est aussi applicable, hein, pour le Tchad, hein, c'est-à-dire bâtir ton projet, savoir combien tu es prêt à investir, commencer à chercher ton bien, tout ça. Donc, les étapes sont à peu près les mêmes. Donc, il faut bien que tu passes par là et voilà, que tu ailles doucement, quoi, hein. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas trop le but. Si tu as besoin d'aller plus en détail, je t'invite à peut-être me contacter ou peut-être voir ce qu'il y a sur la chaîne et voir comment ça peut aller. Donc là, j'ai Raymond qui est là. Donc, Raymond, je vais te mettre en live. Tu nous entends, Raymond? Oui, je vous entends. Très bien. Donc, Raymond, il s'est connecté. Je pense qu'il a une question pour moi, pour Madel. On t'écoute. Oui, j'ai une question pour Madel. Ouais. Bon, ça fait longtemps quand même que je suis sur la chaîne Facebook de YouTube plutôt de Franck. En tout cas, ça m'est bénéfique, hein, concernant ce que je suis en train d'entreprendre et tout. Oui, concernant Martel, j'allais poser une question de savoir, étant novice dans ce domaine-là, comment est-ce qu'il faut-il faire pour procéder et puis pour avoir des résultats assez convaincants? Oui, si tu es nouveau, je crois que c'est comme ça qu'on va commencer. Donc, disant que je suis nouveau, je ne connais rien, je vais investir dans l'immobilier. Qu'est-ce que je fais? Donc, il y a déjà les conditions que j'ai, voilà, que j'ai brossées au début, et après les étapes qu'il faut respecter pour avoir sa stratégie, savoir où acheter le bien, quel bien acheter, sa capacité d'endettement, voilà, c'est ça. Et en amont, naturellement, remplir les conditions qui sont, voilà, avoir un CDI.
ne pas être enregistré ou alors ne pas être fiché à la choufa, avoir un comportement financier qui est sain et du coup, tu peux faire un financement pour ton bien immobilier. Ah, ok, d'accord. Donc, Merci. Raymond, juste aussi, il faut en profiter. Hein. Souvent, il faut pas. Il y a un lien que j'ai mis. Réserve ton créneau de 30 minutes avec Madèle. Si tu as des Mhm. questions, note tes questions. Elle se fera un plaisir de t'accompagner. Il y a un D'accord. Effectivement. lien que j'ai mis, un lien Calendly. Réserve 30 minutes. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des cadeaux. Hein. Je pense qu'elle donne des cadeaux parce qu'on est sur la chaîne, sur ma chaîne à moi. Donc, c'est un cadeau. Note tes questions. Il y a le lien que j'ai partagé. Tu notes tes questions. Tu as 30 minutes pour débroussailler tout ça. Et après, si tu as un vrai projet dans lequel tu veux te lancer, vous pouvez décider comment aller plus loin. Mais il ne faut pas hésiter. D'accord. Il y a les cadeaux, il ne faut pas refuser, il faut les prendre. Oui, oui, effectivement. Parce que je me suis déjà lancé dans un domaine là qui est hormis l'immobilier. Donc, je voudrais aussi me pencher du côté de l'immobilier, mais il faudrait savoir comment est-ce qu'il faudrait faire. Parce que on ne peut pas investir pour ne pas gagner à la fin. C'est peine perdue déjà. Ouais. La définition de l'investissement, quand on dit investir, c'est qu'on gagne. C'est ça, quand on dit investissement, ça veut dire qu'il y a le gain. Sinon, c'est du don ou c'est du, je ne sais pas où, c'est des subventions. Quand tu dis investissement, forcément, il y a la rentabilité. Ça veut Sinon, dire. Effectivement. En tout cas, merci. Merci d'accord. vraiment d'avoir appelé. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec Madèle et je pense qu'elle se fera un plaisir de t'accompagner dans ton projet. D'accord. Ouais. Merci. Ok, bonne soirée à toi. Merci. Hein. Bonne soirée à vous. Ok, donc il y a Raymond, par exemple, qui a appelé. Bon, on va passer un temps, encore 5 minutes. Il y a quelqu'un qui a des questions ou qui veut participer. Et après, s'il n'y a personne, on va arrêter le live parce que voilà, on a débordé un peu l'heure qui était prévue. Et le Mm. live sera disponible sur la chaîne. Et aussi, Madèle sera sur ta chaîne aussi. Je Ouais. t'enverrai la vidéo pour que tu la mettes. Et après, il y aura. Tout le monde pourra regarder la vidéo. Il y a plein de choses qui ont été dites. Hein. Oui, Et justement. je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Et après, ceux qui sont intéressés par investissement en France, qui veulent investir en immobilier, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez me contacter aussi pour ça. L'Allemagne, Madèle est là. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Et comme je dis, c'est pas les cadeaux, ce n'est pas tous les jours. Hein. Il faut les prendre quand on les donne, quoi. Quand on les donne. Mais l'immobilier, c'est vraiment un pilier d'enrichissement et je vous invite tous à en profiter, quoi. En profiter. Donc, on va patienter encore un tout petit peu. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Attends, je vais juste faire le point. Il n'y a plus de questions. Il y a Mo qui dit merci beaucoup d'avoir la communauté camerounaise en Allemagne à oser. Oui, il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. Et tant qu'on n'ose pas, on pense qu'on ne peut pas jusqu'à ce qu'on réussisse à. Voilà, après, il faut oser. Ouais, justement. D'accord. Donc, il y a aussi un qui te dit parcours brillant. C'est Merci. bien passant pour ton expertise. Bon, n'hésite pas, tu as le lien, réserve ton créneau avec Madèle et tu vas en profiter, sans souci. Donc, très bien. Ça, c'est quelques commentaires parmi ceux qu'on a reçus. Donc, je vois que ça a été clair pour tout le monde, donc c'est tant mieux. Ouais. Hein. Moins il y a de questions, plus ça veut dire que l'information a été fluide et que les gens ont bien assimilé ce que tu leur as passé ce soir. Donc, on va boucler le live. Donc, je remercie à tous ceux qui ont participé. Donc, merci à vous. Merci à toi, Madèle, d'avoir accepté de partager cet instant avec moi sur la chaîne pour parler de ce créneau d'investissement immobilier en Allemagne qui est très porteur. Mm. Et tu sais que de toute façon, les portes sont ouvertes. Hein, tu es la bienvenue. Donc, si tu as besoin encore de faire voilà, tes projets, ben, tu es. Voilà. Il y a une D'accord. dernière question qui arrive, la dernière avant qu'on part. Il y a Monique qui demande, en Allemagne, est-il facile de gérer un locataire qui ne paie pas? Qui ne paie Je ne pas. sais pas quoi. Il ne Qui ne paye paie pas. pas. Est-il facile de gérer un locataire qui ne paye pas? Moi, je répondrais que dans aucun pays, c'est facile. Hein. Il n'y a pas que l'Allemagne. Hein. Dans tous les pays, gérer un locataire qui ne paye pas, ce n'est pas facile. Que ce soit en France, en Allemagne, au Ça donne Cameroun, même en Chine. Même en Chine, payer un locataire qui ne paye pas, c'est compliqué de gérer, quoi. Ouais, c'est Après, pour la France, il y a juste ce qu'on appelle la période estivale, non, la période hivernale, pardon. Je crois que c'est une durée de 4 mois pendant laquelle on ne peut pas exclure, on ne peut pas mettre dehors un locataire parce qu'il y a des conditions qui sont, parce qu'à cause des conditions sanitaires, le temps qui fait froid. Bon, l'État a mis ce créneau-là,
on ne peut exclure personne. Mais moi, je conseille toujours aux gens, si tu n'as pas de certitude, en fait, moi, je fais d'abord jamais des baux à long terme. Moi, c'est d'abord des baux meublés de 1 an, généralement que je fais, parce que quand tu as un bail de 1 an, tu as plus de facilité d'engager des démarches pour mettre la personne dehors. En Allemagne, là, je parle du cas de la France. En Allemagne, je ne sais pas trop. Donc, les baux longs, déjà, il faut éviter. Les baux 3, 6, 9, là, les baux longs, là, il faut éviter. Il faut faire des baux courts. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut avoir des garants solides. C'est-à-dire, souvent, on dit 3 fois le montant du loyer, c'est ce qu'on impose ici. Mais moi, j'impose en plus une caution écrite d'une personne qui va te backuper en cas de défaillance. Quand on a la question écrite à la main, on a plus facilement, c'est plus facile après de pouvoir porter le dossier auprès d'un huissier et faire la saisie sur compte rapidement pour pouvoir se faire payer. C'est le deuxième point. Troisième point, si on a possibilité d'avoir une assurance de loyer impayé, je ne sais pas si en Allemagne ça existe, mais il faut aussi souscrire une assurance de loyer impayé pour dans le cas où le locataire est défaillant, que l'assurance prenne le relais. Après, il y a plusieurs autres astuces, mais c'est les 3 que moi je vous dirais comme ça. Mais il faut surtout savoir qu'un locataire, ce n'est pas... L'immobilier, c'est comme tout investissement, il y a des risques. Mais il faut savoir comment les mitiger. Mais gérer un locataire qui ne paye pas, c'est facile nulle part. Ça, c'est clair. C'est justement dans ce sens-là que je voulais aussi aller, parce qu'il faut résoudre le problème beaucoup plus en amont. Donc, dans le sens où il faut beaucoup plus dans la recherche du locataire. Donc, voilà, déjà bien choisir son locataire. C'est la même chose aussi ici. 3 mois de bulletin de paye. Déjà, il faut qu'il ait 3 fois le loyer que tu vas lui demander. Et après, il y a la caution. Donc, voilà, les 3 mois, avoir un garant qui est vraiment sûr. Et avec toutes ces techniques-là, après, il y a l'assurance aussi, c'est aussi ici en Allemagne. Et ça ne coûte pas grand-chose aussi. Donc, du coup, pour les appartements, tu peux prendre cette assurance-là. Et tu as donc là, un peu cette sécurité-là par rapport, si jamais ça arrive que le locataire ne paye pas son loyer. Et puis, réagir rapidement aussi. C'est pour ça que je dis toujours, dès que tu remarques qu'il y a une erreur, qu'il y a un pépin, soit directement le contacter ou alors donner le dossier directement à un avocat. Parce qu'en ce moment-là, après les 3 ou les 4 mois, qui est généralement le montant de la caution aussi, que tu as déjà reçu en amont, tu peux donc le faire sortir et éventuellement, voilà, continuer. Donc, du coup, voilà, gérer un locataire qui ne paye pas, c'est naturellement, voilà, compliqué. Mais si tu as bien fait le travail en amont, si tu as bien fait ton travail avant de le mettre à l'intérieur, tu seras un peu plus, voilà, en sécurité. Très bien, super. Donc, Monique, j'espère qu'on a répondu à ta question. Et je répète encore, n'hésite pas, si tu vas aller plus loin, prends rendez-vous. Tu as le lien sur la vidéo et tu peux voilà, prendre rendez-vous pour pouvoir discuter avec Madèle plus en détail. Donc, merci à tous. Prenez soin de vous et très bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Merci, bonne soirée. Bye. Merci. Bye.